Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres de ce journal. L'armée ivoirienne s'apprête à dépêcher au Mali une unité logistique dans le cadre de la MISMA. Ces 200 soldats seront notamment chargés de ravitailler les troupes combattantes sur le terrain. Affrontement meurtrier entre musulmans et chrétiens coptes en Égypte, bilan 5 morts, des blessés et des dégâts matériels importants. D'autres violences ont par ailleurs éclaté en marge du mouvement du 6 avril, l'un des groupes de jeunes à l'origine du soulèvement contre Hosni Moubarak. Merci d'avoir choisi Africable Télévision pour vous informer. L'armée ivoirienne s'apprête à dépêcher au Mali une unité logistique dans le cadre de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Ces soldats seront notamment chargés de ravitailler les troupes combattantes sur le terrain. Les derniers exercices se sont achevés hier aux côtés des soldats français de la force Licorne. L'exercice commence par une explosion. En contrebas, un véhicule vient de sauter sur un IED, un engin explosif improvisé. Touchés, les Ivoiriens se déploient pendant que les Français sécurisent la zone avant. Sur le terrain, dans le nord Mali, ces soldats seront probablement sénégalais ou ghanéens, des troupes qui seront ravitaillées par les Ivoiriens. Grâce à cette artillerie lourde, l'hélicoptère peut atterrir et évacuer le militaire blessé. Mais le combat n'est pas fini. Alors que le reste des hommes progresse, la colonne est de nouveau attaquée par des djihadistes. Des renforts se mettent en hauteur pour les couvrir et affronter cette embuscade. À la fin de l'opération, les instructeurs français semblent satisfaits. Ils sont capables de conduire leur mission, qui est une mission essentiellement logistique, et ils sont ensuite capables d'assurer leur autodéfense. Cet exercice de synthèse est un succès, ils sont parfaitement opérationnels et aptes à remplir leur mission s'ils doivent être projetés un jour en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. Une réussite aux yeux de l'armée française qui forme les forces républicaines de Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise. Et vous pouvez donc être confiants, vous, soldats des FRCI, alors qu'une nouvelle page de l'histoire de votre pays va s'écrire grâce à vous. Votre déploiement est bien plus qu'un symbole. Il est un espoir pour chacun. Et, si j'en juge par ce que nous avons vu aujourd'hui, vous serez au rendez-vous. Pour l'état-major ivoirien, le succès de l'exercice est la preuve que la reconstruction de l'armée est en bonne voie. Nous avons voulu qu'il soit là-bas le porte-flambeau de la Côte d'Ivoire, en respectant toutes les consignes, en particulier en respectant les droits internationaux humanitaires. Il reste encore quelques jours de formation pour les 200 soldats ivoiriens avant leur déploiement au Mali à la fin du mois d'avril. La sécurisation de la frontière ivoiro-libérienne au centre des discussions entre les deux pays. Avec les récentes attaques dans l'Ouest, les autorités veulent davantage renforcer la sécurité. Les deux gouvernements et les missions onusiennes viennent d'avoir une réunion à Monrovia au Libéria. Objectif, dresser le bilan des actions menées au plan sécuritaire, humanitaire et judiciaire. À cette réunion de haut niveau, avec au menu plusieurs points, la délégation ivoirienne était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Sur la question des réfugiés, les autorités ont salué les progrès réalisés avec l'appui du HCR et souhaité une accélération du processus de retour. Cela passe par la sensibilisation et le dialogue entre les populations frontalières, mais aussi par l'implication des autorités traditionnelles et administratives. À cet effet, la délégation ivoirienne a pris l'engagement ferme de mobiliser dans 2 mois les leaders locaux et de communautés par la tenue d'une réunion conjointe pour le retour de la confiance. Confiance retrouvée qui devrait aboutir à la réouverture des frontières côté libérien, autre point au centre des discussions. Au cours de cette réunion, le Libéria a dit sa volonté de continuer à coopérer avec la Côte d'Ivoire sur la question de l'extradition des mercenaires, notamment ceux ayant abattu des soldats nigériens de l'ONUCI. Les deux pays qui partagent une frontière commune et avec les récentes attaques contre les villes et villages ivoiriens ont recommandé le renforcement des dispositifs de sécurité avec les forces onusiennes pour assurer les populations dans l'Ouest. Dans la dynamique des bonnes relations bilatérales, les deux pays ont convenu de se retrouver en juin prochain au cours de la grande commission mixte ivoiro-libérienne. À l'issue de la réunion, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, a accordé une audience au ministre Ahmed Bakayoko et sa délégation. Occasion pour la Côte d'Ivoire de saluer l'implication de son voisin pour le retour de la paix.
En Égypte, chrétiens coptes et musulmans se sont violemment affrontés ce week-end près du Caire, la capitale. Le bilan de ces violences confessionnelles fait 5 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. La colère des Coptes s'exprime une nouvelle fois au pied de leur église. La minorité chrétienne égyptienne vient de vivre plusieurs heures d'affrontements meurtriers. Leurs agresseurs n'étaient autres que leurs voisins, des musulmans, dont les esprits ont été échauffés, semble-t-il, après l'apparition de graffitis sur les murs d'une école coranique. L'imam de la mosquée et d'autres personnes ont tenté de calmer les choses. En vain. Ils ont brûlé des biens appartenant à des gens qui n'ont rien à voir. Si les circonstances dans lesquelles ces violences interconfessionnelles ont éclaté restent très floues, le quartier, lui, en porte encore les stigmates. Quant aux victimes, on les dénombre au sein des deux communautés. J'étais choqué. Quand je l'ai vu revenir avec un pistolet dans sa main, je lui ai dit « Ce que tu fais est mal ». La police, intervenue tardivement, n'est parvenue à rétablir le calme que dans la journée de samedi. Elle affirme contrôler totalement la situation. En Égypte, toujours, à ces violences confessionnelles sont venues s'ajouter une situation extrêmement volatile sur le plan politique. Des heurts ont éclaté hier au Caire, où des manifestants ont tenté de pénétrer dans les locaux d'un tribunal. Quelque temps plus tôt, un demi-millier de personnes s'y étaient réunies pour marquer le 45e anniversaire du mouvement du 6 avril. L'un des groupes de jeunes à l'origine du soulèvement contre Hosni Moubarak. Dans le reste de l'actualité, cette démonstration de force de militants islamistes au Bangladesh, à l'initiative d'un groupe islamiste, Fajad al-Islam, plus de 500 000 personnes ont convergé vers Dhaka, la capitale. Manifestation pour réclamer qu'ils soient pendus des blogueurs athées. Leurs publications sont jugées blasphématoires à l'égard de l'islam et le prophète. Les blogueurs manifestaient, eux, de leur côté, pour protester contre la mort d'un des leurs. Il a été retrouvé décapité. Nous poursuivons toujours avec l'actualité, cette fois-ci en Afghanistan, où 3 Américains, une diplomate, des civils américains et afghans ont trouvé la mort. Ils ont été tués hier dans une série de 2 attaques, l'une revendiquée par les talibans dans la province de Zaboul, dans le sud de l'Afghanistan, l'autre dans l'est du pays. La journée de samedi fut la journée la plus meurtrière pour la coalition de l'OTAN depuis 8 mois. L'actualité avec cette rencontre entre le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la presse. Cheikh Hadjibou Soumaré illustre l'état de la situation de l'Union. L'institution sous-régionale entend relever les défis de l'heure. L'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest travaille sur 4 chantiers: sécurité alimentaire, énergie, paix et sécurité et financement de l'économie. Pour le président de la Commission, son institution entame une étape décisive de sa politique économique et monétaire. Un plan stratégique est mis en place qui pourrait remettre tous les signaux au vert. Nous avons initié une réflexion qui nous a permis d'envisager les actions nécessaires pour impulser la dynamique adaptée au contexte, mais également aux défis que nous connaissons aujourd'hui. Les perspectives macroéconomiques sont bonnes, a-t-il tenu à préciser. Il en vaut pour exemple la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour le premier pays, un taux de croissance de 8% est à l'ordre du jour, 1 an après la crise post-électorale. Pour le deuxième, malgré le conflit dans le Nord, son taux de croissance serait aux environs de 3%, des résultats qui justifient en partie son optimisme. On n'a jamais vu à travers le monde un pays post-conflit, avec tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus, et qui, dès la première année, envisage déjà de faire 8% de croissance. Si vous vous rappelez, avec la crise en Europe, la Côte d'Ivoire, malgré que c'était un pays post-conflit, a pu lever sur les marchés à un taux inférieur au taux de certains pays européens, qui levaient sur le marché à 6,5%, la Côte d'Ivoire a pu lever des ressources à 6%. Pour le Sénégal, le président de la commission de l'UEMOA a annoncé un taux de croissance qui tournera autour de 4%. Le processus d'intégration sous-régionale sera renforcé et la promotion des investissements innovants davantage réalisée. Pour ce faire, une grande conférence est prévue en Asie pour obtenir l'adhésion de ce continent au programme économique régional de l'institution.
Retour en Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition avec ce dossier des violences post-électorales. Les familles des victimes partagées entre émotions et prières. Certaines demandent réparation à quelques jours seulement des élections générales. Et l'ONG Human Rights Watch accuse le pouvoir d'appliquer la justice des vainqueurs. L'émotion était forte vendredi dans cette mosquée de Yopougon. Dans les prières de chacun, les 4 jeunes tués juste à côté, il y a tout juste 2 ans. C'était le 5 avril 2011, en pleine crise post-électorale. Abidjan était alors déchiré entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara. Cette nuit-là, cet homme a échappé à la mort. Il a vu des hommes armés entrer dans cette maison et tirer sur les 4 jeunes. Le jour qu'ils sont venus attaquer les enfants, ils dormaient même. C'était 22h. Soit à 22h, à ce moment-là, la pluie même venait. Ils ont réveillé les enfants, puis ils ont tué. Quand ils ont tué les enfants, ils ont cassé ma porte, ils sont rentrés vers moi aussi, pour aller tirer. Bon, c'est Dieu seul qui m'a sauvé. Les corps ont été enterrés en catimini dans cette cour. 2 ans après, jour pour jour, l'État a décidé d'exhumer les cadavres pour mener l'enquête. Un soulagement pour cette famille. Leur fils va enfin leur être rendu. Donc aujourd'hui, je suis content. Je sais maintenant où mon fils était. Si on a retrouvé le corps, je suis entièrement content. Très vrai, je suis content. Je voudrais qu'une réparation soit faite et puis que la justice fasse son travail correctement. La justice pourra travailler, promet le régime Ouattara, accusé par Human Rights Watch d'être partial. L'ONG dénonce une justice de vainqueurs, uniquement tournée contre le camp Gbagbo. Le pouvoir s'en défend et affirme que tous les cadavres des victimes de la crise post-électorale seront déterrés et autopsiés. Mais comment voulez-vous juger les gens s'il n'avez pas les preuves tangibles pour juger? Vous allez dire, c'est une justice banalière. Si les gens doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés avec des preuves tangibles. Ces gens qui ont été tués par des armes, ont été tués parce qu'ils ont été brûlés, ont été tués parce que la tête a été coupée, passez-moi les détails sordides. Mais il faut connaître ces éléments pour juger les gens. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme exhorte elle aussi à l'impartialité. Comme Human Rights Watch, elle rappelle qu'aucun pro-Ouattara n'est poursuivi à ce jour dans le dossier des violences post-électorales. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Africa Télévision.